Rétro gaming, enfer et paradis. Cette vidéo veut être un résumé du contexte du rétro gaming et les technologies brutes pour y accéder. Donc le rétro gaming est un terme surtout apparu après les années 2000, avec les révolutions des jeux vidéo, passé réellement de jeux pour enfants à médias de divertissement grand public, comme le cinéma. Jusqu'en 2007-2008, aimer les vieux jeux était un peu ringard. La courbe de progression des graphismes était vraiment incroyable à chaque génération. Il suffit de regarder les différents Zelda ou Mario à travers les années jusqu'en 2010, ce qui fait qu'à la sortie d'une nouvelle console, l'ancienne mourait rapidement. Avec des nouvelles mécaniques de jeu et des graphismes révolutionnaires. Des mondes toujours plus grands, plus riches, plus beaux. Puis, vers 2007-2010, il y a des youtubeurs comme Le Joueur du Grenier qui ont rappelé que les vieux jeux c'est bien aussi. Puis il y a aussi eu l'annonce que les prises Péritel, ancêtres de l'HDMI, allaient totalement disparaître. Les écrans plats ont conquis le marché et remplacé les écrans cathodiques en 5 ans environ. Ça a créé une première crise des jeux rétro, là où avant on avait des jeux nus, en loose on dit, pour 1-2 € le jeu. Les consoles et jeux étaient pas chers et facilement trouvables. À partir de 2010, le jeu vidéo s'est ultra rationalisé. Peu de révolutions, la machine ronronnait. Les véritables prises de risque venaient surtout de petits jeux indépendants qui rappelaient souvent des jeux Mega Drive ou SNES. On appelle ça des jeux pixel art. En 2016 est sortie la NES Mini de Nintendo, relançant une vague de nostalgie et permettant à plein de marques de relancer plein de machines rétro très chères pour ce que c'est, fonctionnant uniquement par émulation logicielle, souvent de mauvaise qualité. Puis le Covid en 2020-2022 a relancé une énorme crise. Soudainement, beaucoup de personnes ont décidé qu'ils devaient commencer une collection de jeux rétro, avec des jeux revendus parfois plus chers qu'à l'époque où ils étaient neufs pour certains. Et enfin en 2004 encore, un nouveau problème arrive. Pas mal de consoles et cartouches ou disques ont de plus en plus de mal à fonctionner. Certains matériels ont plus de 30 ans, il faut dire. Obsolescence programmée dans ta face à l'époque. Donc, pour jouer aux vieux jeux, il y a les supports d'origine, chers, voués à tomber en panne, et d'énormes problèmes de compatibilité avec les écrans plats modernes. Ensuite, l'émulation logicielle. Un émulateur est un logiciel imitant un système sur un autre système, comme émuler une PlayStation 1, une Game Boy, une Super Nintendo sur un ordinateur Windows. Il y a des émulateurs sur quasiment tout support, Windows, Linux, macOS, téléphone, tablette, mini-console, etc. Les avantages sont que les émulateurs font tourner quasiment tous les jeux de toutes les régions et sont compatibles avec les écrans plats et s'adapteront aux technologies futures. Ils imitent aussi des options, des accessoires, parfois très chers, les cartes mémoire, les expansions de RAM, sans parler que les consoles évoluent avec les années, comme avec la Super Nintendo. À la fin de sa vie est sortie la Super Nintendo Junior et SNES Junior, une version avec 3 processeurs réunis en un seul. Il était beaucoup plus performant et donnait une qualité d'image bien supérieure à la version 3 Proc. Pareil entre la PlayStation 1 et la PS1, etc. Il y a aussi plein de ROM hacks ou de jeux traduits de manière non officielle. N'oubliez pas qu'avant Pokémon et Final Fantasy VII, les jeux de rôle, RPG, ne sortaient quasiment pas en Europe, et très peu en Amérique, car ce n'était pas un genre qui fonctionnait en Occident, et coûtait cher à traduire dans plusieurs langues. Maintenant, les inconvénients, et il y en a deux principaux. 1. La fréquence du jeu qui est parfois un peu plus lente ou rapide que le jeu original, inacceptable pour les puristes. 2. Le temps de latence. Le temps de latence est le temps entre le moment où on appuie sur un bouton, comme saut, et le temps où le personnage saute réellement à l'écran. Imaginons sur un écran cathodique, ça prend 0,3-0,4 secondes. Sur émulateur, avec un écran plat, ça prend 0,7-0,8 secondes, imaginons. Sur des jeux de combat ou de réflexe, ça joue énormément. Et pour terminer, le FPGA,
ou émulation matérielle. Les processeurs FPGA pour Field Programmable Gate Array ou réseau de portes programmable in situ en français sont des processeurs capables de se reprogrammer à l'envi avec des cores, C-O-R-E. Imaginez une voiture avec un moteur qui peut se reconfigurer pour accepter de l'essence, du gasoil, du gaz, voire même devenir électrique. Ces processeurs peuvent se reconfigurer pour imiter à la quasi-perfection les composants des consoles à leur meilleure version. On peut même créer des composants qui font que ces consoles seront compatibles HDMI, résolution adaptée nativement, c'est de l'émulation matérielle. Tout se fait direct dans le FPGA et la latence en exemple est quasi inexistante. Problème principal, actuellement du FPGA, son prix et son accessibilité. Au moment de cette vidéo, on trouve difficilement une solution FPGA complète à moins de 200 €. Poussés à bout, les FPGA actuels arrivent à émuler la Nintendo 64 voire la Dreamcast, et c'est loin, très loin d'être une solution clé en main. Mais je suis confiant que les prix baisseront et de nouvelles solutions arriveront, aussi pratiques que les Raspberry Pi. Après, pour un vrai puriste, 200 €, c'est rien du tout. Entre la console, les jeux ou des fausses cartouches type Everdrive ou Linker de bonne qualité. Les upscalers, câbles RGB, 150-200 €. C'est parfois juste le prix de l'Everdrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y en aura une autre sur les différentes solutions concrètes d'émulation.